Ça rime à quoi en compagnie du cinéaste, chanteur, mais avant tout poète, F.J. Hossan. Lorsqu'on cite votre nom, F.J. Hossan, il y a toujours un petit goût de mystère, même des dizaines d'années après. Et c'est un peu comme Blaise Cendrars, même s'il ne figure pas vraiment dans votre panthéon poétique, pour qui on dit le S, en se trompant et en oubliant qu'il a voulu marier la cendre et l'art. En ce qui vous concerne, c'est bien de sang et d'os qu'il s'agit, F.J. Hossan. Oui, en quelque sorte. Oui, ça doit venir des légendes de Babylone. La création du monde, qui est d'une cosmogonie de la destruction, c'est-à-dire qu'une création génère une destruction, qui génère une création, qui génère une destruction, etc. Et donc, c'est un peu l'histoire du Léviathan, une espèce de monstre marin unanime, le principe femelle qui règne de façon indifférenciée, et surgit le principe mâle, Marduk, qui rentre en combat singulier avec Tiamat. En immolant Tiamat, il crée un monde différencié. Le monde ne lui semblant pas achevé, il s'auto-immole et proclame « Je solidifierai mon sang, j'en ferai de l'os ». Et là, il crée l'humanité. Votre premier groupe de rock, de punk rock, pour être plus précis, s'appelait de la destruction pure. Il y avait la déception pure par ailleurs et un manifeste froid. Et vous, F.J. Hossan, c'était la destruction d'emblée. Oui, parce qu'en fait, j'avais fait une espèce de manifeste dans la revue qui avait présidé la naissance du groupe dans 77. Ça s'écrit C et E. C et E, donc c'est le suffixe qui donne en français gynécée, androcée, qui donnait l'idée de lieu et de ici à la fois. Et donc ça fait Chaos, donc c'était... Puis après ça faisait C-édition, comme c'est en édition avec un S. Enfin, c'était les jeux de mots, et donc le groupe s'appelait De la Destruction Pure. Et le groupe a duré jusqu'en 79 à peu près. Ensuite j'ai fait un autre groupe en 80 qui s'appelle MKB, Fraction Provisoire. Voilà. Et qui détonne pas mal aussi. Oui, qui est assez bruyant, oui. C'est le noise and roll ? Oui, le noise and roll, oui. Ça fait du bruit donc. Oui, c'est le bruit qui roule. Comment se choisit-on un nom, qui plus est un nom d'artiste, pour toute la vie, quand on est tout jeune et que l'on s'invente aussi donc une revue littéraire underground qui publie les poètes d'alors sous le nom de C. Et est-ce qu'on le regrette un jour ? Est-ce que parfois on se dit, quand vous entendez Hossan avec le G comme le Cendrars, est-ce que ça vous fait rire ? Non. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup d'intuition quand on est très jeune, en fait. Et on comprend vite quelle risque d'être notre vie, quoi. Ce qui nous attend, ce qu'il faut proscrire. C'est pas donné à tout le monde, ça, quand même, d'y voir clair aussitôt. Pas d'y voir clair, mais d'avoir des intuitions un peu fondatrices, disons. Des prémonitions, comme dans vos films. Oui. Et puis de pouvoir, disons, se créer des malentendus qui ouvrent un véritable espace de liberté, finalement. Parce que le choix, c'est lourd et pesant. Alors que là, entrer par effraction fait qu'on est obligé de réagir. Création, destruction, création. Quelle est cette interzone ? D'Armageddon. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je suis là pour les mêmes raisons que toi. Cinéaste, écrivain, chanteur, pistolero céleste, c'est ainsi que l'on vous présente F.J. Hossan au revers du DVD de D'Armageddon, votre 4e long métrage, diffusé par Potemkin Film et Agnès B. Alors cinéaste, poète et chanteur, ça c'est assez clair, mais pistolero céleste, on dirait du Zénobianu, votre coéquipier du Manifeste Froid. C'est une référence à ces Messaggero Killers Boys, les MKB Fraction Provisoire, votre premier groupe musical. Pas le premier d'ailleurs, non, puisqu'il y a eu d'abord la destruction pure. DDP, mais qui était surtout quelque chose de... vraiment du bruit, quoi. Et puis ensuite MKB, qui était aussi... qui était vraiment du noise and roll, là. Et puis, mais qui a duré comme ça, qui a été... Là aussi, c'était une intuition, puisqu'en fait, le groupe ne s'est jamais vraiment dissous, mais il a eu différentes versions, comme on dit maintenant, line-up.
Mais finalement, dans le provisoire, c'est la seule chose qui jouxte le définitif, quoi. Cette idée de ne pas être fait pour durer a fait que, étrangement, le groupe s'est réincarné, m'a toujours un peu accompagné, après, pour les musiques de films. Et Pistolero Céleste, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas d'où ça vient. Ça sonne bien. Bah oui, dès qu'il y a Pistolero, c'est toujours bon. Voici que le Castor Astral fait paraître Venezia Centrale, une centaine de pages de vos poèmes, F.J. Haussant. Ce n'est pas une épopée inédite, plutôt un choix de poèmes déjà édités, mais il y a longtemps et depuis introuvable. Seule la poésie, pour vous, pouvait dire cette mutation d'un homme et d'une époque, parce que vous dites en 4e de couverture qu'en effet, ni le cinéma, ni la chanson, enfin la chanson ça a l'air tout doux, mais ni le noise and roll ne pouvaient décrire ces étapes successives d'une voix qui marche. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, aussi, l'avantage de publier, ça évite de perdre les textes. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on est un peu marginal, donc on ne publie pas. Alors donc, c'est vrai, depuis quelque temps, il y a des éditeurs comme ça, je ne sais pas, on appelle la micro-édition, donc certains de ces textes étaient parus à très court tirage. Donc c'était assez amusant de faire comme ça... De reprendre 10 textes longs. À la limite, le concept, c'est surtout la longueur des textes, puisque c'est pas des textes de 3 lignes, 10 lignes, c'est pas des 4 non plus, bien sûr, mais qui, en fait, ont tous leur fonction propre, disons, et qui sont pas du tout les chapitres d'une fiction, comment on dit, enfin, maintenant tout est fiction, je sais plus. Mais c'est vrai que maintenant, les poètes écrivent des livres, ce qui n'était pas le cas autrefois. Et donc, c'est un peu des espèces de romans avec des lignes coupées, etc. Alors que là, c'est vraiment 10 textes qui peuvent être relativement anachroniques l'un par rapport à l'autre. Mais justement, vous jouez aussi un peu du contre-pied. Oui, c'est comme une espèce de montage, comme ça, de 10 textes sur une vingtaine d'années. C'est du cut-up ? Non, parce qu'en fait, le cut-up, c'est vraiment une technique précise. Oui, du montage, un peu. C'est-à-dire qu'il y a le montage, comme ça, là, c'est simplement faire figurer 10 fronts ou 10 affrontements d'une réalité fugitive, toujours. Et c'est ça, la poésie, en fait. Je veux dire, c'est vrai que c'est vraiment pour rien, la poésie. Il me semble que c'est un rythme. Mais c'est vraiment, je dis, c'est des textes pour rien. Alors qu'en fait, il y a quand même une contrainte narrative. Quand on écrit, il faut qu'il y ait une continuité. Il y a une fiction, en fait. Alors que la poésie, en plus, étant quand même aujourd'hui... ça peut être n'importe quoi, plus que jamais. Mais en fait, chaque fois que je suis sorti de ces textes, j'étais vraiment différent. Alors bien sûr, chaque expérience, quand elle est forte, même un concert de rock'n'roll ou un film, bien sûr, modifie. Mais là c'est très curieux. C'est-à-dire que il m'a semblé que je sais pas, les poèmes, c'est quand même comme des voix qui bifurquent, et puis on a bifurqué pour toujours, quoi, en fait. Cette expérience vécue, évanouie, comme vous l'écrivez, F.J. Haussant, dont témoigne la succession de ces poèmes, c'est un peu aussi comme les flashbacks de vos films, qui passent de la couleur juste un instant au début au noir et blanc argentique tout d'un coup, ou encore comme le teint des miroirs dissous. Oui, mais c'est pareil, parce que c'est vrai que la poésie a été assez méprisée dans les années précédentes, enfin, depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que c'était un petit peu... Et moi, je suis quand même toujours resté attaché à écrire quand même. Ouais. D'ailleurs, bizarrement, c'est presque naturel. C'est-à-dire que souvent, il y a des poèmes qui sont nés de la préparation de films ou de la préparation d'écriture pour inventer un scénario, par exemple. Et c'est vrai que, comme je dis toujours, le cinéma et la poésie, c'est exactement le contraire, mais curieusement, il y a vraiment des points communs. C'est-à-dire que c'est le contraire, puisqu'il y en a un, c'est vraiment une relation passionnelle quand même avec sa langue maternelle. Alors que l'autre, c'est la totale dissolution dans une opération lumineuse, lumineuse et rythmique mondiale finalement, puisqu'on peut faire... on fait plus encore que la musique, enfin que le rock'n'roll, puisqu'il n'y a même plus de... Enfin, il y a des paroles, mais à la fois, il arrive qu'on avance dans les films comme on avance dans l'écriture. La poésie, c'est-à-dire qu'on avance vraiment pour rien, et ça fait quelquefois les plus belles séquences où il y a juste un argument, une vague idée, et ça fait des scènes fondatrices qui vont réarmer tout le reste et faire bifurquer le film. Et ça fait des mots qui restent aussi, parce que vos films sont pleins de ces mots-là, comme des bribes de poèmes échappés. Ah, oui, je sais pas. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que jusqu'ici, j'ai vraiment pas exactement fait ce qu'on appelle des films. Ce que Gloria Swanson disait méchamment dans Boulevard du Crépuscule, c'est pas du cinéma, c'est des films à dialogue. Ça parle peu chez vous. Oui, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de parole, mais c'est vrai que c'est pas pas exactement... Oui, et puis même l'épaisseur des mots sont matière à film ou réciproquement, disons.
parce que il suffit d'un intertitre pour faire complètement bifurquer une séquence, et même la réinterpréter complètement, quelquefois, parce que quand même les mots, c'est quand même assez fondateur. Quand l'envisage du point de vue favorable ou négatif de William Burroughs, quand il parle du cancer des mots, et des théories korzybskiennes de Korzybski. Puis d'un autre côté, je pense que curieusement, le cinéma de poésie, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'avec tout l'appareillage militaire, si on peut dire, de la poésie, c'est-à-dire que ça va de l'épopée jusqu'au haïku, et finalement plus intéressant, je crois, que le ciné-roman, qui facilement tourne en rond et massacre encore plus son modèle. Souvent les romans, les grands romans donnent de piètres films qui sont des caricatures du livre, alors qu'au contraire, le cinéma de poésie, c'est quand même pas mal, parce que c'est vrai, il y a quand même la place pour peu de texte dans le cinéma, même des films bavards font pas beaucoup plus de 40 pleines pages de dialogue, disons. Donc quand on prend un livre de 400 pages et qu'on le comprime en 40 pages et encore, le grand livre, c'est les mots qui font le livre quand même. C'est pour le cinéma. C'est un peu comme la poésie, c'est-à-dire que ça se fait avec rien. Ça peut se faire avec rien. Je veux dire, au début et la fin de quelque chose, je sais pas. Et s'il ne restait plus de la passivité moderne qu'un goût d'usure sur notre langue, paillettes et fleurs de synthèse déjà fanées, le teint de ces miroirs achève de se dissoudre avec la mélancolie aux dents de brouillard. René Crevel. Tout l'esthétisme des néo-décadents ne saurait anesthésier notre sentiment de perdition. Il y a urgence et nous sommes seuls dans Venezia centrale, où l'on sait ce que déclin veut dire, puisqu'en dépit de la victoire de l'épante, la décrépitude suit ici régulièrement son cours depuis 1497. De la chute du commerce des épices, suite à la découverte du cap de Bonne-Espérance, via les tractations de Bonaparte et de l'Autriche, Campo Formio, Vienne, et l'insurrection de 1848 matée par 5 jours de bombardement, jusqu'à aujourd'hui où Casa Occupata, PCI, la faucille, peint en blanc sur un immense drap rouge, tendu contre la façade de tel immeuble patricien du Canale della Giudecca. Demain, grève générale à l'appel des syndicats de Murano. Le tourisme a chassé de la lagune les vrais citoyens de Venise, y compris les maîtres verriers. On ne loue plus qu'aux étrangers en résidence pour moins de 3 mois. Dehors les laborieux, de l'autre côté du Ponte della Libertà. Et, si dans quelques jours, ouvriers et squatteurs occupaient de force la Libreria Vecchia, le Bauer Grunwald des grands hôtels, la Scuola di San Marco, le Harris Bar ou les Galleries dell'Accademia. Que viva Venezia! France Culture, ça rime à quoi? Sophie Nolot. Le premier nom que vous citez dans Venezia Centrale, F.J. Haussant, c'est celui de René Crevel. C'est l'un de vos frères en poésie avec Stanislas Rodansky, Jacques Vacher ou encore Arthur Cravant, qui lui aussi est mort comme le héros de votre film d'Armaguns dans l'eau. Ce film aussi qui se clôt sur une petite citation du livre des morts égyptiens. Tous ces gens-là sont liés à la mort violente. Oui, aussi, c'était des époques qui s'y prêtaient, comme l'époque actuelle peut s'y prêter très favorablement aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment des écrivains immenses, je trouve. Enfin, je dirais une puissance de langue, par exemple Crevel. Puis il y a directement des gens comme Vacher, Cravant ont vraiment inventé le siècle. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais, séduit Joe Strummer en disant « Ouais, il faut qu'on fasse, on va faire Dr. Chance, ça va être un film punk de l'âge classique, où l'on démontre que Arthur Cravant a inventé le siècle punk dès 1917. » Et le film parlait un petit peu comme ça de l'idée que, par les costumes, entre autres, comme il se repère 1905, que le siècle démarre en 1905 avec le manifeste futuriste. Et puis s'achève en gros en 72 avec les Stooges à 200 à l'heure contre un mur dans un bruit de verre cassé.
L'image en couverture de Venezia Central vous correspond bien aussi, F.J. Haussant, contrecarrant un peu ce titre que vous avez choisi, puisque c'est le premier poème, Venezia Central, et qui pouvait à l'oreille comme ça sembler assez doux, assez miroitant. L'image, c'est un polaroid du Grand Canal, mais sur film périmé, ce qui donne une couleur canaletto un peu brûlée. Oui, en fait, oui, le premier texte c'était Venezia, mais moi, c'est plutôt l'éditeur qui avait choisi ce titre parce qu'il trouvait que c'était plus unanime, ça donnait un peu une invitation au voyage. Et puis Venezia Central, dans ma tête, c'était pas exactement un truc nécessairement poétique, c'est plutôt l'idée de gare, quoi. Et donc, comme je l'ai attaché à l'argentique, y compris au Polaroid, et justement à l'usure, parce que ça n'existe pas en numérique, puisque c'est 0101, donc boum, ça disparaît. Ça se volatilise, il n'existe plus rien. Tandis que même une bande sonore, je le vois avec des vieilles bandes des années 70, mais si elles ont été conservées correctement, elles existent encore. Et puis quand elles sont malades, elles font des SOS, disons, elles s'usent. Alors, si par exemple une bande a collé, il suffit de la mettre au four, enfin il y a des fours spécialisés, qui vont permettre de décoller la bande. Et en fait, on s'aperçoit qu'au maximum, quand on a perdu 20% d'une bande, c'est énorme. Et alors de même, la photographie aussi peut se détériorer. En fait, ce qui est le plus instantané, disons, c'est vraiment le Polaroid. On en a fait plein, justement, avec Joe Strummer. Et curieusement, avec le temps qui passe, le matériau a finalement une noblesse par rapport à ce film qui ne s'interrompt jamais, qui est le monde numérique de la surveillance généralisée, disons. Les intertitres de vos poèmes, F.J. Haussant, ressemblent un peu au carton de vos films qui donnent à lire comme au temps du cinéma muet, sauf que vous, il y a la parole et la musique en plus. Certains se laissent dans ce livre-là aller au lyrisme, d'autres moins. Je pense à cet abandon quand minuit sonne, qui est l'un des poèmes. Cette chronologie des poèmes que vous avez donc donné à lire, suivant le rythme de la vie aussi, c'est sur plus de 20 ans, et ça suit le rythme d'écriture, qui va du punk au noise and roll, de la brume à la neige ou encore des nuages à la nuit. Ça retrace aussi votre aventure à vous. Est-ce que lorsque vous regardez ce livre-là, Venezia Central, ça ressemble au film de votre vie? En tout cas de ces 20 années-là. Oui, un petit peu, parce que disons que c'est 82, c'est le moment où j'ai dû un peu faire semblant de devenir adulte, quoi. À quel âge J'avais 35 ans. 25, oui. Parce qu'en fait, c'est vrai, et j'ai un autre point, à 25 ans, tout le monde connaît la fatigue. Parce que c'est vrai, dans notre monde, enfin, ma génération en tout cas, c'était possible de ne pas travailler jusqu'à 25 ans. Alors qu'à partir de 25 ans, pour ne pas travailler, ça commence à devenir un sérieux travail. Alors vous avez fait cinéaste poète? Oui, exactement. C'est-à-dire que j'ai passé le concours, je suis rentré à l'école. Et puis, alors que entre le rock and roll et parce que j'avais commencé la poésie depuis un certain temps, 75, mais le punk juste après, donc entre le noise and roll et la poésie, c'était quand même no future. Et puis en plus, le cinéma, ça s'avérait quelque chose de... Même si je l'ai vécu un peu par procuration, disons, d'autres générations, puisqu'en fait, j'ai toujours été très marqué par les années 20 aussi, comme j'ai quand même été pas mal éduqué par mon grand-père, qui avait fait 14, etc. Alors, donc, curieusement, mes vraies grandes affections, que ce soit en poésie ou en cinéma, remontent plutôt à ces années... les années 20, quoi. Il y a vraiment l'âge d'or du muet. Autant le cinéma irrite, provoque le dégoût, la suspicion et l'inquiétude chez tous les prosateurs, les grands producteurs de narration dominante, les romanciers. Autant ça captive et fascine tous les poètes, pratiquement. Tous les poètes importants, alors que ça soit Sandrard, que ça soit Artaud, que ça soit... Cocteau, même on pense à Cocteau fatalement en regardant vos films, même si c'est très 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 loin. Ben, il y a ce goût du miroir. Ah, bien sûr, oui, mais même Cocteau qui s'avère vraiment quelqu'un de très important, dans la mesure à retardement. Des cinéastes qui écrivent de la poésie comme vous, F.J. Haussant, il y en a beaucoup? Ah, je sais pas. Les Américains écrivent pas mal de poésie, enfin, tout le monde écrit de la poésie. Oui, mais ils ne sont pas forcément poètes. Ah oui. Oui, je veux dire que moi, en fait, bizarrement, ayant un âge maintenant avancé quand même, relativement, je me trouve dans une situation curieuse où j'ai pas choisi finalement. J'ai choisi ni la musique, ni l'écriture, ni le... Comme j'ai fait carrière nulle part, on pourrait dire. Je suis à peu près aussi marginal dans un domaine que dans l'autre. Et j'ai toujours conservé la morale, disons, à défaut de pouvoir entrer par la porte, entrer par la fenêtre, ou au moins entrer dans une fenêtre de vie, quoi. De trouver un souffle respiratoire dans l'un ou l'autre, je sais pas comment on dit, médium. Cette
cet abandon quand minuit sonne. Encore dans cette ville, l'abîme de la nuit où revivre l'aventure du manque. Cette rencontre à 3 heures, dans un bar ouvert au passage fugitif. Des camions, des voitures, la frontière sud, l'étouffement des réacteurs. Un avion cherche la piste clandestine. Une fille aux lisières de l'aéroport ou dans le cimetière. L'heure de minuit sonne. On tourne dans l'électricité de cette nuit au pont de fer, à l'arme blanche que la poussière, toxique, éblouit. Lassé de suie, doutant d'être Boris, gâché, bu avant de maudire. Arrive ce point de seuil où le distinct, l'éparse et la nuée s'amenuisent. Étranglement d'un voile conspiratoire, son de chape, d'une lente machine lente, à mesure que la ténèbre remplit les poumons. L'entier possible, à mesure que la planète s'épuise. Effondrement d'un convoi, invisible dans le soir. Pourtant minuit sonne, dans sa propre densité magnétique. Le regard lève au son des planètes passantes, puis tombe. Vie qu'on use, et celle qui nous déborde. Toutes demeurent attachées dans ce temps où le pire et fantôme s'incarne du pur. L'entier possible, à mesure que la planète s'épuise. No place for me. Pow, pow. Lorsque les critiques de cinéma, F.J. Haussant, parlent d'une poétique hausssangienne, est-ce que cela a à voir avec vos poèmes qui, eux, ne sont pas en noir et blanc argentique et dont les images sont très loin d'un skieur nautique ou d'une murène en aquarium, même si, à vous écouter lire, on entend aussi que c'est très cinématographique? Mais je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a qu'assez peu de temps que disons, certains ont réalisé que c'était le même qui faisait le nose and roll, qui écrivait ou qui faisait les films. Parce qu'en fait, j'avais un petit peu trois publics, si on peut dire, différents. Parce que souvent, on parle de poésie au cinéma à tort et à travers, mais là, chez vous, ça a un peu de sens quand même. Oui, c'est quelquefois un peu... Oui, tout est poétique, c'est agaçant quand tout est poétique. Parce que quand même aussi, c'est quand même relativement technique, comme le cut-up. Et ça a à voir avec l'image, avec la beauté de l'image? À la fois, le cinéma, c'est vrai que c'est des sons, des images, des mots... alors ça... Et vous vous sentez d'abord poète ou d'abord cinéaste? Ou chanteur? Se disant cinéaste, c'est pas mal. C'est moins contraignant. Que poète? Oui, parce qu'il faut être quand même... Bon, un cinéaste, c'est déjà un cinéaste. Alors qu'un poète, il faut que ce soit un bon poète. J'aime bien cette phrase, je crois que c'est cette expression qu'utilisait Rimbaud. Parce que maintenant, tout doit être grand. Alors qu'il disait, non, mais c'est un bon poète encore. Donc il lui disait de bon ou de mauvais poète, mais en fait, c'était pas grandiloquent, comme maintenant tout est grand. Donc il n'y a plus que des grands cinéastes, des grands poètes, des grands écrivains, des grands... Enfin bon, criminels. Il est beaucoup question d'écriture dans vos films, F.J. Haussant. Les poèmes de Venezia Centrale, là, sont anciens, sur une vingtaine d'années. Hiver sur les continents cernés, paru aux éditions Le Feu Sacré, il n'y a pas si longtemps, était lui aussi une anthologie de textes introuvables. Est-ce que vous n'écrivez plus de poèmes, ou bien est-ce que l'idée de publier sur le vif ne vous tente pas trop? Si, l'année dernière, j'ai publié un livre sur le cinéma et la poésie active du cinématographe, si on peut dire, mais qui est vraiment un livre de révision générale, qui s'appelle Mercure insolent, qui était chez Armand Collin, où sont convoqués pratiquement tous les poètes que j'adore. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien Rodansky, que Bolano, qu'Artaud, que Burroughs, que Ezra Pound, que Burroughs, qui sont vraiment des inspirateurs et des catalyseurs qui forment finalement la pensée pour le cinématographe, enfin, je trouve. Alors certains diront que c'est un poème, que c'est un film, alors que au départ, on m'avait demandé d'écrire à propos du cinéma à une période de virage, puisque c'était la possible extinction de l'argentique. Et puis comme ça, c'était... Donc non, j'écris toujours... Toujours, parce que j'écris soit pour les films, soit je... Alors, c'est vrai que la poésie, comme je suis marginal, je n'avais pas tellement d'éditeurs, donc j'avais vraiment des éditeurs tout à fait
disons d'occasion, enfin de circonstances, quoi, qui me disent ah bah oui, presque pour que les textes ne se perdent pas. Mais c'est vrai que moi j'aimais demandé de faire un livre de poèmes, quoi. Alors ensuite, bon, après, est-ce qu'il y a de la poésie aussi? Oui, je crois aussi qu'il y a de la poésie dans la prose, si on peut dire, enfin, dans une forme de prose. Je ne sais plus qui disait que pour éprouver la qualité d'un poète, il faut connaître sa prose. Ou inversement, c'est vrai qu'il y a l'idée de prose, comment dire, rythmée, ce dont parle Mallarmé. Dit que dès qu'un texte est vraiment très stylisé, relativement stylisé, ça devient... stylisé d'ailleurs même dans le bad writing, le méchante écriture, montée, coupée, cassée, c'est aussi finalement... Donc la poésie, je crois, étrangement, existe dans toutes les formes d'expression écrite. On pourrait pas... Tous les genres se mêlent, et puis c'est vrai que... Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des brouillons de Céline, on dirait du Mallarmé. C'est entre Mallarmé et de Largo, c'est démentiel. Donc, bien sûr, Burroughs est un immense poète, bien qu'il se moque des poètes. Il disait, ah oui, hein, les poètes sont des prosateurs paresseux qui coupent les lignes. Démence actualisée des roses mortes. Seuil d'heure folle dans le couchant vert fanatique pixilation. Démence des cieux, herbe lente pousse avide, fragile. Démence de l'ombre active rougissante, nuages fuligineux, percés d'indigo. Pastel mythologique de la cocagne, damnée, tuée dans l'œuf génésique après tant d'avancées. Monde confit d'implications financières. La guerre combinatoire, déjà. L'Occitanie, tombée plus tard ou avant, ne me souviens plus. Géographie défoncée par l'éclair dément du ciel un fameux soir. Récit des feux élémentaires, mauves, éblouissants de vert et d'orange. Indéfinis dans l'activité. Cieux durs d'acier surpris par la fusion des sols. Adieu précoce. 1000, 2000, 5000 ans passent d'avance. Ailleurs, tout en retrait des seuils visibles. Nous sommes, fûmes et serons. Vénétia centrale de F.J. Haussant, le seul poète qui tire à pile ou face la lecture de ses textes, est aux éditions Le Castor Astral. Les musiques provenaient de ses films, d'Armageddon, Silencio ou encore Docteur Chance.